Le mont Holat-Siakl se trouve en plein cœur de la Russie glaciale. Dans la langue du peuple local, les Mansis, Holat-Siakl se traduit par montagne morte ou montagne des morts. Pour les Mansis, cette montagne sacrée est à éviter. C'est la cruelle leçon qu'apprendra un groupe d'alpinistes russes en 1959. Chapitre 1er. L'expédition. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Grigory Krivonichenko, Yuri Dorochenko, Nikolai Thibault-Brignol, Simeon Zolotariev et Yuri Iodine ont pour la plupart déjà étudié ou le font toujours à l'Institut polytechnique de l'Oural. Toutefois, ce n'est pas seulement leur lieu d'éducation qui les unit, mais aussi leur passion pour les expéditions de ski. Le groupe planifie une randonnée à travers de l'Oural, une importante chaîne de montagnes de la Russie. Leur destination finale est Otorten, à 10 km du mont Holat-Siakl. Tous ces skieurs et alpinistes sont des habitués des périples de ce type, ce qui est judicieux, puisque cette excursion est classée catégorie 3, soit la plus ardue. Le groupe sera mené par Igor Dyatlov. Le 27 janvier 1959, après avoir voyagé en train et en camion pour atteindre leur point de départ, le groupe commence sa randonnée. Ils transportent tout leur matériel à travers le climat glacial et hostile de la Russie. Plusieurs des membres tiendront des journaux de bord et ils trimballent quelques appareils photo permettant de documenter le déroulement de leur périple dans cette région reculée. Le 28 janvier, Yuri Iodine est incommodé. Un mal de dos serait à l'origine de ces douleurs suffisamment sévères pour qu'il abandonne l'expédition et ses membres. Yuri Iodine est probablement déçu de devoir interrompre son voyage, mais cette décision vient de lui sauver la vie. Le groupe de skieurs compte désormais 9 membres. Le 31 janvier, le groupe laisse des vivres et du matériel en surplus dans un boisé en prévoyant les récupérer au retour. En effet, ils se préparent à la montée pour traverser le col d'une montagne et finalement atteindre Otorten. Le 1er février, les membres de l'expédition prennent d'assaut le col. Pendant leur traversée, les conditions météo se détériorent, amenuisant leurs espoirs de camper de l'autre côté le soir suivant. La visibilité est presque nulle à cause d'un blizzard et leur trajectoire est déviée vers le Holat-Siakl, la montagne morte. Or, ils prennent rapidement connaissance de leur fourvoiement, leur laissant la possibilité de se corriger. Ainsi, ils s'arrêtent sur le flanc de la montagne pour y passer la nuit. Il est possible qu'Igor Dyatlov ait voulu s'exercer à camper en pente ou qu'il ne voulait pas encore plus s'éloigner de leur itinéraire, mais se poser à cet endroit semble saugrenu lorsqu'on considère qu'une forêt beaucoup plus propice à l'installation d'un campement se trouvait à environ 1 kilomètre. Lorsqu'ils atteindraient Otorten, aux alentours du 12 février, Dyatlov devait contacter son club sportif par télégramme. Toutefois, les jours passent et c'est toujours silence radio de la part des membres de l'expédition. Chapitre 2e. La découverte. Le 20 février, sous la pression des familles des disparus, une équipe de rescousse est finalement déployée sur l'itinéraire du groupe mené par Dyatlov. L'armée, la police et des hélicoptères seront aussi mobilisés dans les recherches. Le 26 février, le groupe de secours retrouve finalement le campement des alpinistes. Une scène saisissante se dessine sous leurs yeux.
La tente est éventrée depuis l'intérieur, comme si ses occupants étaient si pressés de sortir qu'ils l'avaient déchirée pour quitter l'habitacle au plus vite, plutôt que d'utiliser la porte. Des traces de pas sont imprimées dans la neige menant vers le bois qui se trouve à 1 kilomètre en descendant la montagne. Toutefois, les chaussures et le matériel sont toujours près de la tente. Alors, les membres du groupe auraient fui le campement en 2 33 mouvements, habillés de leurs sous-vêtements et avec seulement des bas aux pieds, pour la plupart. Qu'est-ce qui aurait pu pousser tout le monde à déguerpir, considérant qu'il n'y a aucun signe de lutte intrinsèque ou avec des étrangers? Pour retrouver les corps, les enquêteurs suivent les traces de pas. Or, après quelques centaines de mètres, elles sont camouflées par la neige. Krivonichenko et Dorochenko sont les premiers retrouvés à l'entrée de la forêt. Ils n'ont que leurs sous-vêtements et les dépouilles d'un feu de camp sont près d'eux. Les branches d'un arbre sont abîmées, démontrant qu'un des alpinistes a essayé de l'y grimper. Puis, on découvre Dyatlov et Kolmogorova à 2 endroits différents entre le bois et le campement endommagé. Tout indique qu'ils tentaient de retourner vers la tente au moment de leur décès. Slobodin sera le dernier retrouvé. 5 des 9 corps ont été découverts. Certains d'entre eux présentent des blessures. Par exemple, Dyatlov a les chevilles ératignées et une coupure sur la main. Slobodin souffre d'une fracture bénigne à la tête et Krivonichenko a subi des brûlures à la jambe et s'est lui-même mordu la main, laissant des restes de peau dans sa bouche. Or, toutes ces souffrances sont superficielles et les alpinistes seraient en réalité morts d'hypothermie selon les médecins légistes. Il peut sembler paradoxal qu'ils soient morts de froid alors que plusieurs corps ont été retrouvés médiocrement vécus. Toutefois, il n'est pas rare que lors d'hypothermie grave, l'intense circulation sanguine qui a pour but de réchauffer les victimes les trompe, leur faisant croire qu'ils ont chaud alors que leur température corporelle chute drastiquement. Ainsi, les accidentés auront le réflexe de se déshabiller malgré le froid insupportable. 2 mois plus tard, en mai, on retrouve enfin le quatuor disparu. Dubinina, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotariev sont retrouvés sous une épaisse couche de neige au fond d'un ravin. S'ils sont mieux vêtus que les premiers, les corps sont en bien pire condition. En effet, Dubinina a emmitouflé ses pieds dans un pantalon de laine de Krivonichenko et Zolotariev porte le manteau de fausse fourrure et le chapeau de Dubinina. Cette dernière a plusieurs côtes fracturées, mais surtout, ses yeux et sa langue ont disparu. Zolotariev a aussi des côtes broyées, en plus de ses orbites vides. Ces blessures semblent provenir d'une pression monumentale exercée sur les corps. Le crâne de Thibaut Brignol est brisé. Les conclusions quant à la cause de leur mort diffèrent de celles des premiers corps retrouvés. Thibaut Brignol est décédé à cause de sa fracture à la tête. Dubinina et Zolotariev à cause de leurs côtes brisées qui ont provoqué une hémorragie interne. Seul Kolevatov a succombé à l'hypothermie, comme les premiers corps retrouvés. En résumé, les membres de l'expédition sont sortis de la tente précipitamment, mais volontairement. Il n'y a aucune trace de présence humaine autre que celle des alpinistes. 6 sont décédés d'hypothermie et 3 ont succombé à leurs blessures. Les lésions n'auraient pas pu être causées par des humains, tellement elles étaient inexorables. En effet, un médecin légiste les a comparées à celles causées par un accident de voiture ou une grave onde de choc. Chapitre 3e. Les théories. L'enquête de 1959 arrive à la conclusion que le groupe a succombé à une force irrésistible inconnue. Cette appellation énigmatique ne permet pas de connaître les opinions des inspecteurs. Sous-entendait-il une catastrophe naturelle, un phénomène inexplicable, ou tentait-il de protéger un secret? L'une des théories développées en 1959 fait état que les Mansi auraient attaqué les membres du groupe parce qu'ils auraient envahi leur territoire. Toutefois, les seules traces de pas retrouvées appartiennent aux alpinistes. De plus, les causes de la mort ne correspondent pas du tout à une attaque humaine. Il a aussi été déterminé que Dyatlov et ses acolytes sont sortis par eux-mêmes du campement. Les Mansi ayant une réputation de peuple pacifique, il semble tout à fait improbable qu'ils soient responsables de la mort des alpinistes.
Une deuxième hypothèse fait porter tout le blâme à Zolotaryov. Son visage était tellement abîmé lorsqu'on a retrouvé son corps que sa famille n'a pas pu confirmer son identité. Ainsi, il aurait pu arranger la mort de ses compagnons, simuler sa propre mort et s'enfuir. Au début de l'expédition, il aurait dit que le monde entier parlerait de la randonnée sans s'expliquer davantage à ses compagnons. Récemment, en 2019, on a exhumé le corps de celui qu'on présume être Zolotaryov. Une première analyse ne trouve aucun lien génétique entre le corps et la nièce de Zolotaryov, mais une deuxième confirmera la parenté entre les deux individus, ridiculisant la théorie du complot. Il a aussi été théorisé que cette force irrésistible aurait pu être mère nature. En effet, une avalanche aurait surpris les ascensionnistes, les poussant à s'enfuir à vitesse grand V, laissant derrière leurs vêtements chauds, des provisions et leur équipement, déchirant même la tente pour sortir. Au moment de l'échapper, le groupe se scinde. Une première partie se dirige vers la forêt et essaie d'allumer un feu. Toutefois, cette stratégie échoue et ils meurent d'hypothermie en retournant vers le campement. L'autre partie du groupe tombe accidentellement dans le ravin, car ils sont incapables de le distinguer à cause de la noirceur de la nuit. Ils succombent alors à leurs blessures ou au froid. Seul hic à cette théorie raisonnable, avec la force de l'avalanche, les piquets de la tente auraient dû être décalés. Toutefois, ils sont toujours à leur position initiale. Une autre version des événements incrimine le très transparent gouvernement russe. Plusieurs éléments étranges font croire que la mort des randonneurs n'était pas un malheureux accident, mais plutôt causé par le pouvoir soviétique. Des témoignages rapportent d'étranges sphères orangées, comme des boules de feu, dans le ciel des environs du Holat-Siakl, le soir du décès des membres de l'expédition. Le principal enquêteur de l'affaire a aussi avoué que lorsqu'il a mentionné ces boules lumineuses à ses supérieurs, il a reçu l'ordre de clore l'enquête. De plus, des traces de radioactivité ont été trouvées sur les vêtements et sur le site du campement. En fait, toute la région présentait une radioactivité importante. Ensuite, les familles des victimes ont remarqué que la peau des corps avait une teinte brunâtre, comme s'ils étaient extrêmement bronzés. La majorité des documents concernant l'affaire ont été inaccessibles jusque dans les années 90 et la montagne a été fermée à la population pendant les 3 années suivant l'événement. Alors, le gouvernement russe utilisait-il la région pour des tests militaires ou nucléaires? Est-il allé trop loin et a dû camoufler ses erreurs? Chapitre 4e. La version officielle. L'enquête fut relancée par les autorités russes en 2019. Un an plus tard, les conclusions de l'investigation sont dévoilées. Selon ce comité d'experts, c'est une avalanche qui a causé la perte des randonneurs. D'après eux, Zolotaryov et Thibaut Brignol ont averti les autres qu'une avalanche déboulait. Rapidement, les 9 alpinistes évacuent la tente en la déchirant. Ils fuient alors vers une crête de pierre située à plusieurs dizaines de mètres du campement. Le groupe pensait probablement pouvoir retourner à la tente après la coulée de neige, mais la désastreuse météo rend la visibilité confuse. Dyatlov et ses acolytes sont incapables de voir leur campement. Ils marchent donc vers la forêt où ils allument un feu. Krivonichenko et Dorochenko succombent à la température glaciale. C'est après quelques heures que le groupe se divise. Dyatlov, Slobodin et Kolmogorova tentent de suivre les traces qu'ils ont faites pour retourner à la tente. Des conditions climatiques extrêmes les empêchent d'atteindre leur but et ils meurent d'hypothermie. Zolotaryov, Dubinina, Kolevatov et Thibaut Brignol, quant à eux, auraient essayé de construire un abri avec des branches de sapin, mais en creusant, ils auraient provoqué une deuxième avalanche. Ainsi, ils se seraient retrouvés dans le ravin, écrasés par des mètres de neige. Deux scientifiques suisses ont mené en 2021 une étude déterminant la probabilité de la thèse de l'avalanche. En s'inspirant entre autres des animations du film La Reine des Neiges, ils déterminent que des vents puissants auraient pu causer une avalanche spontanée et locale, causant les blessures des alpinistes. Toutefois, ils auraient pu s'enfuir de la tente et auraient par la suite connu leur fin tragique. La science a aussi pu expliquer deux éléments étranges de l'enquête. La langue et les yeux manquants auraient été dévorés par des charognards qui sont à la recherche de nourriture molle et facilement accessible.
La radioactivité aurait été causée par un accident nucléaire qui a eu lieu dans la région 2 ans avant le passage des alpinistes. Enfin, que le triste sort des randonneurs ait été causé par une avalanche, une attaque humaine, des expériences du gouvernement, le Yéti ou n'importe quelle théorie loufoque, leur mémoire perdurera, car, en leur honneur, pour se rappeler de leur tragique destin, le col a été renommé le col Dyatlov.